Michel Ruffin, d'abord, le grand public ne vous connaît pas forcément, même si vous écrivez beaucoup. Est-ce que vous pourriez me parler déjà dans un premier temps de votre passion d'écrivain, et ensuite on abordera votre passion d'organiser des salons du livre? Deux chapitres. Deux chapitres. Donc on va commencer par le dernier. Organiser les salons du livre. Je suis président de la Fédération française des salons du livre, et qui a pour vocation de susciter la création de nouveaux salons, d'aider les salons existants et de faire éventuellement des diagnostics, pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Et puis, dans certains salons, mais pas très nombreux, on s'occupe pour des raisons historiques du salon de A jusqu'à Z. Voilà. D'accord. Ça représente combien de salons, Michel, à peu près, être président de la Fédération? Alors, de salons, ça dépend. Si c'est en conseil, si c'est en intervention, fourniture d'auteurs, c'est très divers. Il y a, je sais pas moi, qui nous appelle, nous demande un coup de main, je sais pas, 60-70 salons par an. Ah, tout de même. Il y a bien une vingtaine de salons qui nous demandent, en plus que ça, une quarantaine de salons qui nous demandent des auteurs, leur envoyer des auteurs. Et puis, il y a tous les salons qu'on prend en direct, où on a une part beaucoup plus active, comme celui des Essarts, entre autres, Honfleur, etc. Et comment vous faites pour sélectionner justement les auteurs présents? Quels sont vos critères de sélection? Le critère, il n'y a pas de... Enfin, le critère de sélection, il faut être d'abord, quand on nous demande des auteurs, on commence par piocher dans le fichier central de la fédération. Parce que, en fait, la fédération regroupe deux choses. Le groupement des organisateurs de salons et l'union des auteurs et créateurs de France. Voilà, deux entités. Beaucoup d'auteurs sont affiliés à l'Union des auteurs et créateurs de France, c'est-à-dire à la FFSL, à la Fédération française des salons du livre, et sont dans le fichier central. Et lorsque on nous demande un auteur, on fait ce qu'on appelle le croisement de fichiers. Le croisement de fichiers, c'est quoi? On nous demande un auteur de polar, par exemple. Eh bien, on regarde notre fichier polar. Bon, après, on regarde s'il y a une adéquation, si le salon paye ou pas les frais de déplacement. Alors, l'auteur, il est par exemple de Bretagne et le salon a lieu à Toulon. Bon, il ne paye pas les frais de déplacement. On ne le met pas dans la liste. Hein. On essaie de faire l'adéquation la meilleure entre les nécessités de l'auteur et puis la demande des salons. Mais notre fichier comprend actuellement, on tourne avec un fichier de 250 noms. D'accord. Et par exemple, donc, cette interview va passer sur mon blog. Oui. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est le rêve de beaucoup de gens, bien évidemment, d'être publiés, et lorsqu'ils le sont, de participer à des salons. Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour pouvoir justement avoir la chance d'être présent ici, comme nous à Beuzéville, ou comme nous l'étions il y a 15 jours aux Essarts? Pour être présent dans un salon, il faut une filière. Il faut une filière. Alors, soit on s'appelle, je sais pas, j'ai n'importe quoi, Lévy, Poncol, etc. Ça passe par le canal de leurs éditeurs, hein, et ils sélectionnent les salons qui vont participer. Soit on a affaire à des auteurs un peu moins connus, hein, et à ce moment-là, il faut qu'ils arrivent à se mettre dans une filière. Cette filière, une des filières, c'est la Fédération française. Bon, ils se mettent à la Fédération française, alors ils adhèrent si ils remplissent les conditions de l'adhésion. Car on ne prend pas tous les auteurs à la Fédération française. Il faut avoir publié au moins un titre chez un éditeur qui a lui-même un national, qui a lui-même une diffusion sur le plan national. Il faut diffuser soit par Interforum, Sodi, Sachette, enfin tous les grands diffuseurs. Bon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est pas possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne prend pas du tout de gens d'auteurs, mais on en prend très peu, et vraiment il faut qu'il y ait quelque chose qui est accroché, un livre exceptionnel qui certes est publié à compte d'auteur mais qui a une très grande valeur, et donc on en prend aussi. D'accord. Michel, autre chose de très technique, par exemple cette présidence, c'est un mandat de combien de temps? Moi je suis un dictateur, je suis président à vie, je me suis fait élire président à vie. Non, je plaisante. Non, mais il y a un système à la fédération où pour déjà faire partie des instances dirigeantes et pouvoir voter, il faut déjà avoir, je crois, 3 ou 4 ans d'adhésion et être passé par le bureau. Il faut passer au bureau du conseil d'administration. Et puis, ce point ne s'est pas posé jusqu'à présent parce que, comme c'est une république bananière, ceux qui ne votent pas pour moi sont éliminés immédiatement.
Non, je plaisante. Non, non. Et Michel, une des dernières questions, j'ai beaucoup aimé en fait qu'au début de cette interview, j'ai parlé de vous en tant qu'auteur, et tout de suite vous avez plutôt préféré enchaîner sur votre rôle de président, c'est-à-dire jouer au-dessus un petit peu de tout, ce que je trouve d'assez formidable un mélange d'honnêteté et de recul. Maintenant, parlez-nous un peu de votre œuvre à vous, de ce talent d'écriture. D'accord. Auteur éclectique. J'aime l'écriture à condition de ne jamais écrire 2 fois la même chose. C'est la raison pour laquelle je change de genre sans arrêt. J'ai commencé par faire des romans de terroir. Des terroirs, Normandie, Sologne, etc., sur différentes régions de France. Et ça a été mon premier fonds de commerce. J'étais connu comme un auteur de romans de terroir. Et puis, après, ça a fini par me lasser un peu, j'avoue. J'avais épuisé la veine du genre et je me suis lancé sur du polar. J'ai fait 2 polars, mais des polars de terroir quand même. Polars de terroir. Et puis dans l'un d'eux, il y avait une forte valence historique dedans. Et ça m'a beaucoup plu. Et comme dans la famille, on est très porté sur l'histoire, mon frère étant de son vivant spécialiste de la résistance. Oui, nous avions échangé là-dessus d'ailleurs. Absolument. Moi, j'ai toujours baigné là-dedans. Depuis un plus jeune âge, depuis l'école primaire, moi, l'histoire, c'est... Je regardais des yeux le chapitre, j'étais obligé, je pouvais le restituer. Donc, je me suis lancé de plus en plus dans l'histoire pour mon plaisir. De fil en aiguille, je suis rentré dans le prix André Castelot, prix d'histoire, et là, je suis président du prix d'histoire André Castelot. Et là, j'ai décidé d'aller dans cette direction, et je me suis attaqué, après bien des réflexions, bien des recherches sur le Moyen-Âge, notamment le Moyen-Âge en Normandie, et j'ai écrit ma trilogie Les Conquérants, 3 tomes. Au total, ça fait 1800 pages. 3 tomes, Béatrice l'Insoumise, La Vengeance de Mathilde, et puis Morat et le Triomphe du Bâtard, ou le Triomphe du Bâtard. C'est des livres qui ont bien marché, et les 2 premiers sont ressortis chez l'éditeur en poche, et le 3e fait une très belle carrière. Après, je crois que je vais continuer pendant encore un certain temps dans la veine historique. Je songe à César et Vercingétorix pour le prochain, je commence à y réfléchir. Mais ce qui ne m'empêche pas de faire des incursions dans d'autres domaines. J'ai écrit des livres d'humour. J'adore les livres d'humour. J'en ai écrit 2. Oui, je suis touche à tout. C'est le plaisir. D'accord. Où est-ce que mes lecteurs ou auditeurs peuvent trouver ils cliquent Michel Ruffin sur Internet je crois ils peuvent d'abord faire Wikipédia, il y a un article, et il y a un lien qui renvoie sur mon site. Sinon, ils tapent michelruffin.com et ils tombent sur mon site sans aucune difficulté. Il y a moyen de... D'accord. Michel, j'ai une dernière question. Oui. Je suis en train de sortir moi mon 3e polar qui aura trait à la recherche d'un trésor nazi. Est-ce que ça rentre justement dans la catégorie du prix où vous êtes beaucoup plus Moyen-Âge Non, il n'y a pas d'époque. Pour vous dire, dans les lauréats du prix, il y a eu aussi bien... là aussi, c'est éclectique, oui. La notion de prix d'histoire. Je l'ai aussi bien donné le jury, à un type comme Kersinti, qui avait fait une biographie remarquable sur Lord Mountbatten, qu'au journaliste Colomba pour l'enquête qu'il avait fait sur la mort de Robert Boulin. D'accord. Vous voyez, un peu ça ratisse large, parce que je considère que là, il a fait une œuvre pratiquement d'historien en allant rechercher un certain nombre de vérités sur l'assassinat de Boulin. D'accord, bien sûr. Donc non, c'est très ouvert. D'accord. À quel moment est-ce qu'il faut vous envoyer Alors, il faut l'envoyer, les livres, il faut les envoyer vers le mois de février-mars. Il n'est pas remis chaque année. Il n'est pas remis chaque année pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de grands coups de cœur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des ouvrages remarquables en histoire ou en roman historique. Mais bon, le jury, il est ce qu'il est. Il lui faut des coups de cœur. Et les coups de cœur, c'est bien. Robert Boulin, c'était un coup de cœur. Il y a eu un livre de Vladimir Fedorovski qui a été coup de cœur, celui de Saint-Pétersbourg. Il y a eu un type. Il faut vraiment un coup de cœur. Donc, il n'a pas été distribué l'année dernière et je peux vous dire, il ne va pas l'être non plus cette année. D'accord. En fait, je vous ai menti, j'ai une dernière question, ce n'était pas la dernière. Quelle est votre vision de ce qui se passe maintenant au niveau du numérique, de Kindle versus le papier? Non mais vous avez du bon sens, vous avez de l'expérience. Je pense que ça va rendre les choses de l'édition encore plus difficiles.
premier temps. Nos générations sont encore très attachées au papier. Donc, mais je vois que la génération, je dirais, les jeunes qui ont 15, 20 ans, vont aller de plus en plus vers le numérique, vers cela. Et donc ça va poser un problème. Et comme chaque fois qu'une situation change, il y a les temps d'adaptation des uns et des autres, des auteurs, des éditeurs, même des lecteurs. Ça va demander un peu de temps. Et il y a une certaine inquiétude. On la voit quand on discute avec les éditeurs, il y a un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait demain? D'accord. Michel Ruffin, merci. Je vous souhaite un très très bon salon. Merci. Je vous remercie déjà pour toute l'énergie que vous mettez à organiser tous ces salons qui sont vraiment formidables parce qu'on est, disons-le, vraiment dans le terroir, dans la France profonde. On se rend compte en fait que cette France profonde, elle lit. Elle n'est pas connement devant la télé comme on veut bien le croire. Elle est intelligente, elle est cultivée, elle est interactive. Et c'est grâce justement à des gens comme vous. Merci beaucoup. Merci.